Une MV Agusta, le genre de moto qui fait rêver les amateurs d'italienne mais qui fait faire des cauchemars aux mécanos. Et la Brutal 800, c'est une vraie teigne, une diva pleine de manières. Une des motos les plus caractérielles du marché. Ça commence par un bruit de caille au ralenti, comme un avertissement. Ça continue avec des commandes un peu imprécises et un agrément franchement pas ouf. Et puis il y a cette raideur générale qui te rappelle que t'es pas là pour te détendre. Mais une fois que son vilebrequin contrarotatif s'emballe, là, elle jappe avec une hargne peu commune. La vivacité de son 3 cylindres est incomparable et ses 140 chevaux sont franchement tous là. On fait difficilement plus communicatif comme mécanique. MV est vraiment pas ses maîtres dans l'art de transformer des sensations en émotions. Le problème, c'est quand l'émotion principale, ça devient la colère. Bah ouais, le manque de fiabilité d'MV n'est un secret pour personne. Et c'est dommage parce que rares sont les machines aussi sensuelles. La Brutal 800 est encore aujourd'hui un des modèles les plus distribués de la marque, la porte d'entrée de l'univers de Varèse. Alors, question, faut-il fuir sur le seuil ou tenter la romance? Je vous propose d'y répondre après une petite auscultation. Bienvenue dans la saison 2 de Docteur Occasion. Avec mon ami Polo, on vous donne toutes les infos clés à savoir avant l'achat de votre moto d'occasion. Fiabilité, maladie, meilleur millésime et tous les points de vigilance. Merci à notre partenaire Beer, distributeur incontournable de pièces détachées, adaptables et d'équipements pilote et moto. Bon, je vais m'asseoir. Allez, encore une fois, en préambule, tout ce qu'on vous dit, ce sont des points de vigilance, c'est pas forcément des failles systématiques, c'est pas forcément représentatif de toutes les motos, ça n'arrivera pas forcément au modèle que vous allez acheter. Encore une fois, ce sont les points de vigilance. Même si on n'a pas choisi la meilleure, parce que là, il y a des trucs quand même assez récurrents. Encore une fois, j'ai fait une enquête approfondie, j'ai contacté pas mal d'experts, de très bons conseils, etc. Je vais commencer. Je t'écoute. Je suis tout oui. Je suis tout oui. Bon, déjà, première chose à savoir, c'est qu'en fait, le manque de fiabilité d'MV Agusta, qui est bon, malheureusement un peu avéré, c'est pas vraiment le fait d'un développement et d'un dessin industriel mauvais. C'est aussi et surtout, malheureusement, la marque a pâti de ses déboires industriels et administratifs. Parce que c'est une marque qui a été rachetée, puis revendue, donc dette de fournisseur, donc là on n'a pas ci, là on n'a pas ça. Elle est sortie en 2013 et la première version de la MV Agusta Brutal 800, la 2013-2015 comme j'ai là, c'est pas les meilleurs. J'allais dire c'est les pires, mais on va dire que c'est pas les meilleurs. Déjà c'est les moins bien finis, c'est aussi celles qui avaient des périphériques les moins qualitatifs, pardon. Donc après tu as 2016-2020, tu as les 2021 depuis Euro 5. Plus tu avances dans les années, plus elles sont fiabilisées. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, la garantie a été repoussée à un peu plus loin. Elle est plus grande, la garantie. Donc ça montre qu'effectivement, elles évoluent en fiabilité. Et il y a plein de petites pannes, des petits défauts qu'elles avaient qui se sont nettement améliorés. Ouais. Bon, celles-là, c'est les pires. Celles-là, c'est les toutes premières, c'est les pires. Mais bon, typiquement, le propriétaire de celle-là, qui est ton client, il n'a jamais eu trop de problèmes avec. Non, je crois pas. Et la vraie, elle a quand même pas mal de bornes. Elle a plus de 50 000. Donc tu vois, encore une fois, on met le doigt sur des points de vigilance et pas forcément systématique. Mais il y a un truc tout bête, c'est qu'une marque japonaise a beaucoup d'outils de montage sur la chaîne automatisée, alors que MV, c'est tout fait à la main et l'erreur humaine, elle est beaucoup plus fréquente qu'une machine. Bah ouais. Donc voilà, ça peut ne pas aider en leur faveur. C'est quand même alambiqué, ils se prennent la tête pour des trucs. Et moi, d'un œil de mécanicien, je ne suis pas toujours d'accord avec le mètre cylindre de frein qui est mis là. Bah justement, c'est le premier truc de ma liste. 98% de chances que tu n'as plus de frein. Ouais. Parce que c'est trop proche du moteur. C'est collé, c'est vissé au moteur. Voilà, le mètre cylindre de frein arrière, il est vissé à même le moteur. Je veux dire, déjà esthétiquement en plus, c'est pas top. La durite qui va au bocal, elle fait 4 km, tu vois que ça, il est foutu derrière le cadre. Et là, le mètre cylindre en lui-même, il est là. Je veux dire, pourquoi c'est pas comme tous les autres constructeurs et tu as un petit mètre cylindre caché avec une protection de talon? Alors celle-là, c'est les versions ABS et apparemment c'est celle où c'est effectivement le moins bien intégré. Sur les versions... Non, mais elles ont toutes la durite comme ça. Hein. Même une F3, même c'est un peu ça, plus d'autres choses qui font que j'aime pas trop ces motos. Il y a un truc assez fréquent donc, sur les Brutal 800, alors particulièrement les premières. Alors la probabilité, je ne l'ai pas chiffré, mais voilà, ça peut quand même arriver. Et c'est con parce que c'est un truc quand même assez important. C'est donc sur les 2013-2015, il y a des pattes qui cassent dans la cloche d'embrayage. Et le problème étant que les morceaux volent dans le bas moteur. Ah oui, oui. Ça doit remplir la crépine, l'huile doit se polluer, ou viennent se coincer dans un engrenage ou dans quelque chose. Exactement. Donc il y a eu une campagne d'amélioration en 2018. Chez MV, quel numéro de série contrôlé? Voilà, exactement. Okay. Donc ça concernait les modèles 2013-2015. Ça, c'est un truc connu, mais... Moi, j'ai eu des cas des F3 qui avaient des... Donc elles ressemblent quand même en beaucoup de choses. Des radiateurs d'huile qui fissurent juste au raccord. Pièce très dure à trouver, dure à réparer. L'étanchéité des joints de cache-culbuteur et joints de puits de bougie, on n'en parle pas. D'accord. C'est une horreur. On n'en parle pas alors.
tellement que ça fuit. C'est vendu avec la fuite. La poignée de gaz, elle est affreuse. Mais la sonorité de la moto est belle. La mise en régime est sympa. Mais Attends, moi, je trouve que. Je suis minimaliste. Ah ouais, mais moi, j'en ai aussi. Tu vas te lâcher sinon. Alors, il y a un capteur de poids mort qui est défaillant sur ces générations-là. L'indicateur de rapport est faux, ce qui peut perturber un petit peu l'électronique. Mais encore une fois, il y a une campagne d'amélioration pièces et main-d'œuvre. Ah, ils et en notes améliorent des techniques. choses. Ouais, bah oui, mais c'est pas mal. Mais c'est qu'il y en a à améliorer. Effectivement, comme tu le disais, il y a une électronique qui se met parfois en carafe. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs d'expérience personnelle. J'ai eu un petit déboire à Manicourt avec une F3 RR. Je pense qu'une des explications, c'est que c'est pas Bosch qui fait leur électronique, c'est un artisan italien. Bah voilà. La roue libre de démarreur, ça, je crois que ça concerne tous les millésimes, à chaud comme à froid, qui refusent de partir. Ça concerne, Ouais, ça tourne dans le vide. Voilà. Alors, il y a première chose. Donc, les premières cartos d'injection étaient un peu juste au démarrage sur celle-ci. Ça a un peu changé. C'est vrai que le bruit du démarrage du 3 cylindres est vraiment typique. Tu la reconnais à des kilomètres et en plus, tu as l'impression qu'elle boite et qu'elle ne démarrera pas. La roue libre est un peu légère et proportionnée pour le 675 parce que c'est une base commune, sauf que c'est un 800. La stratégie d'arrêt du moteur n'est pas toujours bonne non plus. Certaines patinées. Donc, la solution, c'est de vérifier la cartographie. Elle se met à jour, ça peut aider et surtout changer la batterie. Est-ce que le fait que ce soit un vilebrequin contrarotatif, ça change quoi que ce soit? Je suis pas sûr, mais encore, je trouve que tout est lié. Tu vois, cette électronique n'est pas fait par Bosch, machin. Feeling de la poignée de gaz Surtout là, qui est atroce. sur celle-là. Ouais. Si déjà toi avec ta main, tu n'arrives pas à ouvrir les papillons, qu'est-ce qui te dit qu'à froid, l'électronique enrichie ou non? Enfin, tu as l'impression que tout est pas super bien ajusté en fonctionnement. Alors sur les modernes, c'est pas le cas. Les générations là, elles Mais sont voilà, vraiment celle-là, ça se ressent carrément, quoi. Ensuite, donc il y a les roulements de colonne qui peuvent faire un point dur parce que la graisse de montage qu'ils utilisent à l'usine, elle a tendance un petit peu à durcir. Donc la solution, c'est de regresser les roulements de colonne dès 15 000 plutôt qu'à 30 000 comme recommande le constructeur. Ça, c'est un peu un problème de tout le monde. C'est que dans les usines, le montage du roulement de colonne, c'est jamais avec de la graisse excessive. Alors, je sais pas, peut-être que sur 10 000 motos, ça les fait économiser. Mais Ouais. contrairement à ce qu'on met nous en atelier, c'est du simple au double la quantité de graisse. Ok, c'est bon à savoir. Une fragilité des radiateurs. Donc tu l'as un peu évoqué. Alors celui d'eau, Moi, j'ai parlé d'huile, mais en effet, celui radiateur d'eau, Ouais. bon, c'est de l'ordre de 50% des machines qui peuvent percer tout en haut à droite sur les premières générations. D'ailleurs, la ref a changé. Ça peut percer en haut à droite, mais ça a été corrigé donc en 2015. Il y a eu des renforts, mais bon. Et les fixations de ventilateurs sont faites à travers le radiateur. Toutes les autres marques ont des fixations qui partent depuis des pattes sur le haut. Là, il y a des fixations à travers. Donc ça crée un effort, une vibration. Je m'arrête là, non? Non, continue. Il y a des petits pépins aussi, alors c'est assez rare, mais de tendeurs. De 2013 à 2015, c'est des tendeurs mécaniques, donc il n'y a pas trop de problèmes. Sur les versions de 2016 à 2017, ils sont passés à des tendeurs hydrauliques et puis ils ont rétro-pédalé sur les générations d'après parce qu'il y avait des petits soucis. Pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu as un petit sointement d'huile du joint de cache-culbuteur qui finit même par couler jusqu'en bas sur le carter d'alternateur. Voilà. Ça, c'est une étanchéité tout à fait normale chez MV. Oui. Faut pas le dire? Si. Autre truc. Alors, une préconisation que m'ont dit les experts de la marque, bien entretenir les roulements de roue arrière. Du monobras. Ouais, parce qu'en fait, il peut casser, parce qu'il n'était pas toujours très bien agressé à l'usine. Ouais, je te dis. C'est un cauchemar. Ça coûte trop cher la graisse. Recommandation constructeur, c'est tous les 15 000, mais en fait, il vaut mieux changer et regresser la bague tous les 6 000 ou 5 ou 6 ans. Une usure prématurée des amortisseurs de coupe et du porte-couronne et des bagues internes, c'est quand même 70% de ces machines-là, donc au niveau du moyeu. Donc ça, c'est pour les millésimes 2013 à 2015, donc les premières. Ce qui avait tendance d'ailleurs à abîmer les porte-couronnes et qui peuvent venir, en gros, ils pouvaient venir frotter sur le moyeu. Alors il existe d'ailleurs un kit dédié à 380 €, sachant que la référence a quand même changé en 2017. Oui. Tous ces petits montages avec des amortisseurs de couple cylindriques comme ça, même sur une Ducat, il y a des montages qui ressemblent beaucoup chez Ducati et ils ont eu des soucis aussi. C'est pas, là, pour le coup, c'est pas que MV. À mon avis, le montage monobras est pas évident et du coup, ce montage crée de l'usure.
Ouais, ça représente, il me disait, sur les premières générations, 70% des Brel, quoi. Et à partir de 2017, ça a changé, mais il y a quand même un kit dispo pour fiabiliser le truc. Il peut y avoir une usure prématurée, alors c'est très rare, c'est 10% des Brel, notamment sur celle-ci. Des guides des soupapes pour une utilisation racing. Donc si le mec a fait de la piste avec, effectivement, c'est pas autant le cas que sur les F3. C'est notamment dû à cause du rétrogradage sur les sur-régimes qui boufferaient tout. Et le premier symptôme pour déceler ces fameux guides de soupapes un peu endommagés, c'est qu'elle peut avoir des calages inexpliqués à bas régime. Et puis dans les deux sens, je crois. Soit sur une fermeture de gaz et on se laisse descendre, ou alors sur une remise à bas régime, on peut avoir un calage. Donc ça, voilà, ça concerne 10% des premières générations, donc 2013-2015. Ensuite, ah oui, bon ça forcément, ça c'est pas préconisation en gros de faire le jeu aux soupapes de façon très méticuleuse car ça bouge beaucoup. À 15 000, donc ça vaut à peu près 1 000 euros plutôt que la Rocco Constructeur qui est 30 000. Si utilisation racing, particulièrement d'ailleurs. Et en fait, anticiper, c'est pas une mauvaise idée sur ces machines-là. Ouais. On revient à la comparaison d'un modèle japonais. En fait, voilà, un moteur qui est bien monté, quand il est neuf, eh ben, normalement, ça bouge pas autant. Après, c'est pas qu'une question de matériaux. Oui, mais il y a un autre truc aussi, c'est que c'est un vilebrequin contrarotatif, donc c'est une technologie complexe. Il sort quand même des chevaux pour sa cylindrée. Oui. Il a un haut rendement, il marche dans les tours, donc tout ça fait que on crée de l'usure. Voilà, on crée de l'usure, on est vachement plus exigeant, c'est vachement plus pointu ça qu'une MT-09, tu vois. Ouais. Mais un jeu aux soupapes qui bouge, ça reste une usure un peu inquiétante. C'est que la soupape, elle est en train d'endommager le siège, ou le siège endommage la soupape, l'un des deux, mais elle remonte, ou normalement c'est censé venir avec le kilométrage quand même. Je pense qu'il y a un double effet, c'est-à-dire que non seulement la technologie, la mécanique est vachement plus élaborée, vachement plus complexe, avec du vilebrequin contrarotatif, plus de rendement, plus de puissance pour moins de cylindrée, et qu'en plus c'est fait de façon artisanale. Oui, alors qu'à côté, ça ajoute... Voilà, alors qu'à côté, tu as des Japonais qui prennent pas trop de risques. Ah bah non, pas du tout même. Qui conçoivent des mécaniques pas aussi pointues, pas aussi... On est d'accord. Et qu'à côté de ça, ils ont des processus industriels de référence. Préconisation de faire absolument toutes les mises à jour électroniques, notamment le logiciel de la poignée de gaz qui a beaucoup évolué. Donc ce que tu expliquais tout à l'heure, qu'elles ont des poignées de gaz un peu capricieuses, il y a eu des mises à jour électroniques et on me disait aussi que ça pouvait être utile de mettre du pchit dans les cosses. Du contact cleaner. Le contact cleaner. Parfois, se méfier sur les compteurs à cristaux liquides peut y avoir une mauvaise information de révision, ça l'annonce trop tôt. Ça, de l'aveu même des distributeurs de la marque, souvent le SAV a été un petit peu problématique. Une première chose, c'est qu'il n'y a pas d'historique partagé. Comme il y a des problèmes de capitaux de fournisseurs, forcément ça ne suit pas, il n'y a pas de continuité industrielle. Il n'y a pas beaucoup de concessionnaires aussi qui font MV. Et surtout, à une époque, c'était pas forcément sélectif. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait devenir concessionnaire MV Agusta, alors que c'est des motos qui réclament un certain savoir-faire, beaucoup de rigueur, même de la curiosité de la part des mécaniciens pour qu'ils se posent la question de ouais mais alors attends, c'est d'autres procédés, c'est pas une marque facile à faire, tu vois. Et aussi attention, depuis le rachat de KTM qui de toute manière a revendu, donc c'est un peu caduque, mais il y a plein de nouveaux concessionnaires qui connaissent pas la marque et qui n'ont pas l'historique. Et d'ailleurs certains refusent de bosser sur certaines motos qui peuvent être certains millésimes. Ouais. Pour récapituler, en fait, allez voir si une MV Agusta vous intéresse. Encore une fois, celle-là, elle a 50 000 bornes, elle n'a pas de problème. Elle n'en a pas eu du tout. Elle n'en a pas eu du tout. Donc, ce qu'on dit, c'est des points de vigilance avec des probabilités variables en fonction de l'usage, etc. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on remette un peu un disclaimer. Mais par contre, s'il y a un truc où je pense que c'est assez important, allez voir absolument les spécialistes de la marque. Je pense à Moto Renard, je pense à Scuderia, etc. Donc tous ces gens-là. Trouver des gars qui ont de la bouteille dans cette marque. Voilà. Pour les pièces détachées, vous trouverez tout votre bonheur sur mybeer.com. Passez par un revendeur pour les commander et si la commande est passée avant 16h, vous serez livré dès le lendemain. Conseil d'amélioration. Petite chose à dire quand même, il n'y a pas de campagne de rappel chez MV, c'est des campagnes d'amélioration. Ils prennent en charge les modifications, ils contactent les concessionnaires, pas les clients. Donc souvent, c'est au concess d'appeler son client et lui dire « Ouais, j'ai ça à faire sur ta Brel », donc forcément, les concess, les moins consciencieux, ils ne le font pas. Donc ça aide pas encore tout ce qu'on a pu évoquer. Petite amélioration, donc nettoyer les cosses, notamment du ride-by-wire avec un... nettoyant contact. Voilà. Pour améliorer l'info électronique. Même, il disait mettre de la graisse de contact, ça peut servir. Ouais. Et ensuite, anticiper le graissage des roulements, que ce soit de la roue arrière ou du roulement de colonne. De la colonne.
Après, pour le reste, voilà, allez voir un expert. Sur le site de Beer, vous pouvez trouver encore une fois des pièces adaptables. Donc, on sait que le radiateur a quelques fragilités. Il se trouve qu'on peut trouver des grilles de protection en adaptable. On peut également trouver Le filtre à air Laval. le filtre à air. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Même d'ailleurs, sur celle-ci, faites un peu des vidanges assez régulièrement. Donc, je pense que Il y aura le filtre à huile, voilà, l'huile. le bac à vidange que tu refermes avec un bidon, ça peut aider. Et Tout à d'ailleurs, fait. le contact cleaner Le nettoyant contact. est disponible sur Beer. Bon, on va passer à la minute guide d'achat, même si j'ai bien compris que ça ne te concerne pas trop. Oui. Alors, déjà, sachez qu'il y a eu plus de versions spéciales chez MV que de versions normales entre les R, RR, LH44, Pirelli, Patin, Couffin. Oui, moi je me suis toujours perdu. Ouais, il y en a eu 1 milliard. Par contre, on peut aussi en trouver en A2, ça c'est cool. On va retenir principalement qu'il y a eu 3 générations de Brutal. Donc, celle-ci, les 2013-2015, qui sont données pour 125 chevaux, mais qui étaient en fait les plus nerveuses, les plus joueuses, mais qui étaient aussi plus bas de gamme, entre guillemets, et donc moins fiables que celles d'après. Ensuite, il y a les 2016-2020, qui sont données pour 140 chevaux, qui sont un brin plus confortables, qui ont un châssis un peu plus soft, on va dire, que celles-ci, qui sont vraiment très raides. Ils ont été aussi un petit peu fiabilisés, surtout après 2018. Apparemment, 2018 a été une année importante dans la carrière de la Brutal 800. Et enfin, il y a celle à partir de 2021, qui ne change pas visuellement par rapport à l'ancienne génération, mais qui pour le coup, à l'occasion d'Euro 5, ont été encore plus fiabilisés. Okay. Donc, on peut considérer que le bon compromis, finalement, c'est les générations intermédiaires, donc 2016-2020, et donc à partir de 2018, parce que c'est là où elles ont été encore plus... Elles ont fait un bond en avant, quoi, voilà. surtout. Moi, j'en ai une que j'aime bien, c'est la version Brutal Rosso, qui a été commercialisée en 2020. Rosso, c'était en gros leur version un peu bas de gamme, on va dire, même si elle était intrinsèquement pas plus bas de gamme. Faisait seulement 112 chevaux. Okay. Qui peut-être la fiabiliser d'ailleurs. Et en fait, elle est coupleuse, pourquoi tu la préfères? Ouais, c'est ça. Elle a une carto plus ronde. Moi, je trouve que ça la rend plus agréable. Ça lui offrait plus d'agrément. Ouais. Plus facilement utilisable, plus. Ouais. Et c'était pour le coup un millésime de la génération qui était la plus fiabilisée. Et c'était la moins chère à l'achat. Ils ont cassé un peu l'ADN MV, mais ça l'a rendu bonne atout. Non, c'est pas qu'ils ont cassé, c'est qu'ils ont voulu faire relancer un petit peu la marque avec des modèles Rosso qui étaient sur tous les modèles de la gamme, qui étaient vendus moins cher avec une finition différente. Exactement. Okay. Et là, pour le coup, une carto qui va chercher moins de puissance, donc du coup plus rond, j'imagine plus fiable. Voilà, pour la MV Agusta Brutal. Ça me fait de la peine quand même, parce que moi, c'est des motos que j'aime bien. Je sais que t'aimes bien. Bah ouais. Déjà, j'étais pas d'accord avec toi il y a des années, quand la première que t'as essayé, genre, oh, elle a un shifter trop bien. Je te dis, mais il est nul à chier ce shifter. Ouais, j'aime bien. Moi. C'est des motos qui ont énormément de charme. Et effectivement, peut y avoir des pépins, mais encore une fois, celle-là, elle a 50 000, gars, elle a rien. Mais c'est marrant, parce que je crois que c'est ton avis de journaliste. Tu lui trouves ce que tu viens de dire, c'est que tu l'aimes pour telle et telle raison. Et moi, j'arrive pas à apprécier ça parce que ce que je regarde, ce que mon œil de technicien, j'aime pas ces motos. Ça fait que j'arrive pas à profiter de ce qu'il y a de beau. Qu'est-ce que t'aimes pas? Vas-y. Mais tout, je te dis, je t'ai déjà montré les durites, je t'ai montré les câbles, une boîte à fusible. Ah, c'est bien, ils sont accessibles, hein, mais c'est moche. Hein. Je veux dire, tous les constructeurs le mettent sous la selle. Les matériaux. T'as déjà essayé de changer une batterie? Non. Bah voilà. Commence par ça. C'est vrai. Bah ouais, elle est sous le réservoir. Le réservoir, la durite d'essence, elle est super chiante à accéder. Enfin, tout est un peu pénible. Enfin, et la qualité des matériaux, t'en penses quoi? Des pièces et tout? J'aime pas. C'est pas. Non, les Komodo Domino. Je me souviens une fois, tu m'as dit, ouais, ça c'est des Komodo d'enduro, qu'est-ce que ça fout là? Bah oui, le Komodo de démarrage, on dirait un Komodo d'enduro. Pareil là-bas, on dirait que c'est le même qu'une Derby, tu vois. Enfin, moi, j'aime pas ça. Ouais. Mais moi, ce qui me sauve, c'est que je les touche pas avec un outil, toi, et tu que moi, touches pas. juste, je les roule. Mais toi, tu roules et tu regardes si elles ont une bonne tenue de route, une bonne réactivité. Et c'est ce que je dis, c'est que moi, malgré aime bien piloter ou conduire une moto, et ben, j'arrive pas à passer outre. Et je reste bloqué sur tout ce que j'aime pas. Encore une fois, celle-là, c'est la pire génération. Tout à fait. Voilà. On peut finir là-dessus. Vaut mieux, là. Voilà, c'était ton épisode de Docteur Occasion. N'hésite pas à réagir en commentaire, en partageant par exemple ton expérience, à poser un petit like, à t'abonner, et puis on se retrouve dans le prochain épisode.